Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer la vie d'une figure majeure, mais peut-être pas toujours connue du grand public, Mohamed Mokhtar Soussi. Absolument. Un personnage vraiment polyvalent. On va parler de l'érudit, de l'historien, du poète, mais aussi du militant, de l'homme d'État. Oui, un homme qui a traversé une période, charnière de l'histoire du Maroc. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux qui il était. Exactement. Saisir la richesse de son parcours du Maroc précolonial jusqu'à l'indépendance. Pourquoi est-il si important finalement? Alors, pour bien comprendre, il faut sans doute commencer par ses origines. D'où vient-il? Alors Mokhtar Soussi naît en 1900 dans un village qui s'appelle Ilige, c'est dans l'anti-Atlas. Ah oui, le Souss. Le cœur du Souss. Et petite anecdote, son prénom, Mokhtar, c'est son grand-père qui le choisit. Ça veut dire l'élu, le choisi. Intéressant. Et son milieu familial? Très important. Son père, Hadj Ali Derkaoui, était une figure soufie respectée, le cheikh d'une zaouïa locale, la Derkaouia. D'accord, donc une forte empreinte spirituelle dès le départ. Oui, et sa mère aussi, Rkia ben Mohamed ben Larbi Yadouzi, venait d'une famille de savants. C'est elle qui lui apprend les bases, l'écriture, le Coran. C'était pas si courant à l'époque. Et tout ça dans un contexte, on est en 1900, 12 ans avant le protectorat, un Maroc en pleine mutation, voire en déclin déjà. Tout à fait. Cet environnement du Souss, entre soufisme et savoir traditionnel, ça va le marquer à vie. C'est le socle. Mais il ne reste pas dans son village. Non, très vite, il a une soif d'apprendre qui le pousse ailleurs. C'est le début d'un long, très long parcours éducatif. Un vrai périple intellectuel, en fait. Racontez-nous un peu, où va-t-il étudier? D'abord, il fréquente plusieurs médressas traditionnelles dans le Souss même, des écoles réputées, chez Sidi Ibrahim Rasmouki à Ikshan, Bounananamen. Il bouge beaucoup déjà, hein? Oui, il cherche les meilleurs maîtres. Prédifni aussi, à Tankert, il étudie avec un poète connu, Tahar Ifrani. Ah, la poésie, ça a dû l'influencer. Très certainement. Il apprend la grammaire arabe à fond, la morphologie, le fiqh, la jurisprudence islamique et beaucoup de littérature, notamment la poésie andalouse. C'est là qu'il se forge une base solide. Une formation classique mais poussée. Et ensuite? Les grands centres. Exactement. L'étape suivante, c'est Marrakech. Il y arrive vers 1919. Et il entre à la Ben Youssef, la fameuse université. Oui, il y passe 5 ans. Il approfondit tout. L'exégèse coranique, tafsir, les hadiths, les fondements du droit, usul al-fiqh, les sciences de la langue, la littérature classique. Et c'est là qu'il y a une rencontre clé, je crois, hein. Oui, une rencontre intellectuelle majeure. Chouaïb Doukhali, Qui était-il? un disciple de grands penseurs réformistes musulmans comme Mohamed Abdou ou Al-Afghani. C'est le premier vrai contact de Soussi avec la pensée salafiste réformiste. La salafia, c'est-à-dire? En gros, l'idée d'un retour aux sources pures de l'islam, le Coran et la Sunna, pour moderniser la pensée et la société musulmane. C'est aussi un courant qui critique certaines pratiques soufis et qui appelle à une renaissance, une narda. D'accord. Un premier contact donc qui va être approfondi ailleurs. Tout à fait. Après Marrakech, direction Fès. Vers 1924, L'autre capitale intellectuelle. l'autre grand pôle. Il s'inscrit à la Karouéouine, bien sûr. Il y reste 4 ans et loge à la Médersa Bouinania, un lieu mythique. Et là aussi une rencontre décisive. Oui, avec Mohamed Ben Larbi Alaoui, une autre grande figure du réformisme. C'est vraiment à Fès que son adhésion à cette salafia moderne, comme on l'appelle parfois, va se consolider. On voit le cheminement du jeune homme élevé dans le soufisme familial à l'intellectuel réformiste qui va devenir aussi nationaliste. C'est exactement ça. Fès, à cette époque, les années 20, c'est un bouillon de culture intellectuelle et politique. C'est là que tout se joue, ou presque. Les futurs leaders nationalistes s'y croisent. Oui, les jeunes étudiants de tout le Maroc s'y retrouvent. Et sa chambre, à la Bouinenia, devient un peu un QG informel. Un lieu de débat, d'échange. Complètement. Des jeunes de Rabat, de Salé, de Tétouan viennent discuter. Ça fermente. D'ailleurs, en janvier 1926, il participe à la création de 2 associations. Ah oui? Lesquels? Une culturelle, officielle, dont il est le président. Et une autre, politique, mais secrète, dirigée par Alal El-Fassi. Alal El-Fassi. On sent que l'engagement politique prend forme, mais j'imagine que ça n'échappe pas aux autorités françaises. Pas du tout. La surveillance est là, de plus en plus pesante. En 1928, il y a la répression contre une école libre à Meknès. L'ambiance change. Et donc il quitte Fès? Oui, il sent le vent tourner. Il préfère partir avant d'être expulsé, comme d'autres. Il fait un bref passage par Rabat, puis retourne à Marrakech, en juin 1928.
Retour à Marrakech. Mais ce n'est plus le même homme qui revient. Non, il a changé. Il a une vision, une mission, mais il trouve Marrakech un peu endormi. Par rapport à Fès. Oui, moins d'agitation intellectuelle, moins de politique visible. Il faut dire que la ville est sous la coupe du fameux Pacha El Glaoui, l'allié des Français. Ça freine beaucoup les initiatives nationalistes. Et que fait Souci face à ça? Il se lance dans l'enseignement? C'est son cheval de bataille. Il reprend la zaouïa de son père, quartier Hermila, mais il la transforme. Comment ça? Moins de rituels soufis, plus d'enseignement. Il en fait une école libre, avec une pédagogie moderne. C'est sa priorité absolue. Une école libre, c'est-à-dire ouverte à tous? Oui, et il ne s'arrête pas là. Il va tisser tout un réseau. Avec d'autres savants qui partagent ses idées, il fonde 7 écoles libres à Marrakech. 7 écoles, c'est énorme. Dont quel but? Enseigner l'arabe, le Coran bien sûr, lutter contre l'analphabétisme, mais aussi, et c'est crucial, diffuser les idées réformistes et le sentiment national. Éveiller les consciences par l'éducation. Il insiste beaucoup sur la méthode, la pédagogie. On imagine un homme totalement dévoué à cette cause. Les témoignages disent qu'il enseignait quasiment jour et nuit, dans son école, mais aussi dans les mosquées, comme Sidi Abdelaziz, Babdoukala. C'est aussi à cette période qu'il se marie, vers 1934. Ah ouais, bégo? Oui, et l'anecdote dit qu'il a choisi une épouse simple, du Souss comme lui, plutôt que de céder à des propositions de famille plus en vue. Ça en dit long sur le personnage. Et comment les autorités voient cet activisme éducatif, surtout après 1930, avec le daïr berbère qui avait mis le feu aux poudres? Contre le daïr est limitée à cause du glaoui. Mais l'action de Souci, ces écoles qui essaiment, ça inquiète beaucoup le protectorat. Les rapports de police de l'époque sont formels. Il est considéré comme dangereux. Parce qu'éduquer, c'était déjà résister. Pour lui, c'était fondamental. Redonner au peuple sa langue, sa culture, son histoire, c'était la base pour préparer la Narda, la renaissance nationale. Un acte politique en soi. Mais cette résistance par l'école a un prix. Oui, l'exil. Le 11 mars 1937, il est arrêté. Les agents du Glaoui l'escortent jusqu'à son village natal, Ilige, assignation à résidence. La raison officielle? Son activisme nationaliste et éducatif jugé subversif. C'est un coup d'arrêt brutal. Comment vit-il cet exil? C'est très dur au début. Isolé, coupé de tout, sauf de sa famille proche. Mais cet enfermement forcé va devenir, paradoxalement, une période incroyablement fertile sur le plan intellectuel. Ça va durer 9 ans. 9 ans! Jusqu'en 1945. Et c'est là qu'il écrit son œuvre majeure, Al-Malessoul. Exactement. Al-Malessoul. Le mielé, on pourrait traduire. Une référence au miel du Souss, mais aussi à la douceur du savoir. C'est une encyclopédie monumentale. 20 volumes. 20 volumes Sur quoi? sur sa région, le Souss. Tout y passe. L'histoire, la géographie, la culture, les biographies des savants, des poètes, des chefs locaux, les tribus, la vie quotidienne. Mais comment fait-il en exil avec peu de moyens? C'est là que c'est prodigieux. Il collecte tout ce qu'il peut. Des documents écrits, des archives de famille, mais surtout, il s'appuie énormément sur la tradition orale. Il interroge, note les généalogies, les poèmes, les récits. Un travail d'historien, mais aussi presque d'ethnographe. Tout à fait. Il a une méthode quasi exhaustive. Il veut tout sauver. Du plus grand personnage au plus humble. Il y a par exemple la biographie d'un certain Kaed Najem, un parcours assez rocambolesque. Il a un souci du détail incroyable. Al-Massoul, c'est une mine d'or. Et ce n'est que l'une de ses œuvres d'exil, hein? Ah non, il écrit des dizaines d'autres livres pendant ses 9 ans. Sur l'histoire du Souss plus largement, Souss al-Aema, Kilel Jazoula, sur la poésie, la théologie. Sa capacité de travail est juste phénoménale. Qu'est-ce qui le pousse? Quelle est sa motivation profonde dans cet isolement? Je pense qu'il a une conscience aiguë que tout un patrimoine est en train de disparaître. Le savoir oral, les traditions, sous l'effet du protectorat, de la modernité. Il utilise une image forte, celle des gens de la caverne du Coran, comme si le Maroc s'était endormi et se réveillait sans mémoire. Il faut fixer les choses avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça, une urgence. Et peut-être aussi une réaction à l'intérêt des orientalistes français. Ah oui. Comment ça? Il a eu des échanges parfois vifs avec certains, comme le colonel Justinard, qui écrivait aussi sur le Souss. Ça l'a peut-être piqué au vif et encouragé à ce que les Marocains écrivent eux-mêmes leur histoire. Il y a aussi une histoire comme quoi la visite des ruines de Dila, un ancien centre de pouvoir, l'aurait marqué.
Il ne voulait pas que le Souss connaisse le même oubli. Une véritable mission de sauvetage mémoriel. Fascinant. L'exil se termine en 1945. Le contexte a changé. Que fait-il alors? Il retourne à Marrakech. Et il reprend quoi? L'enseignement. Ses cours à la mosquée Babdoukala redeviennent très populaires. Il renoue aussi avec la vie publique, participe au pèlerinage officiel en 1945, à des conférences, Et ses relations avec le Pacha El Glaoui? toujours aussi puissantes, Il tente une approche. pour obtenir de l'aide pour relancer les écoles libres. Mais ça ne marche pas. On lui conseille la prudence vis-à-vis des Français. Les pressions continuent. Ce qu'il pousse à partir de nouveau. Oui, en 1951, il quitte Marrakech et s'installe à Casablanca. Casablanca. Le centre économique, mais aussi un foyer nationaliste important. Tout à fait. Et il continue son travail, enseignement notamment, à la mosquée Mohammadi, mais il est toujours surveillé de près. Et le climat politique se durcit terriblement, surtout après l'exil forcé du sultan Mohamed V en 1953. La répression s'abat sur les nationalistes. Et il n'y échappe pas. En décembre 1952, après des émeutes à Casablanca, il est arrêté. Et c'est la prison. D'abord à Jdida, puis il est transféré dans un camp d'internement pour politique à Agbaloudan Kerdouz, dans le Haut-Atlas. Conditions très rudes. Et même là, il écrit. Incroyable, mais oui. C'est là qu'il rédige Matakol as-Sahara. On traduit souvent par le goulag du désert ou le pénitencier. De quoi parle ce livre? C'est un témoignage exceptionnel sur la vie des nationalistes en détention. Mais ce n'est pas juste un récit. C'est aussi une analyse très lucide, parfois même critique, des dynamiques internes du mouvement nationaliste, des tensions, des clans déjà présents. C'est une source unique pour comprendre cette période de l'intérieur. Il sort de détention en juin 1954. L'indépendance approche. Et il va jouer un rôle politique. Oui, dès le premier gouvernement marocain post-indépendance, celui de Mbarek Bekay, en décembre 1955, on lui confie un ministère, les Abou. Les affaires religieuses et les biens de main morte. Un poste important. Très important, dans cette phase de transition, il s'attelle à réorganiser l'administration religieuse, la gestion des biens, certains aspects de la justice islamique. Il y reste 1 an. Et après? Il n'est plus ministre dans le gouvernement suivant, octobre 1956, mais il est nommé au Conseil consultatif de la Couronne, et aussi cadi, juge auprès des palais royaux, des fonctions de confiance, proche du roi, qu'il gardera jusqu'à sa mort. Mais l'éducation et l'associatif, ça reste important pour lui? Toujours. Il fonde enfin officiellement l'association des oulémas du Souss. Et surtout, il est la cheville ouvrière d'un grand projet, l'Institut islamique de Taroudan. Quelle était l'idée derrière cet institut? C'était très visionnaire. Offrir une formation moderne et de qualité aux jeunes issus des écoles coraniques traditionnelles, pour qu'ils puissent s'intégrer dans le Nouveau Maroc. L'Institut a eu un rayonnement considérable, même en Afrique de l'Ouest. Et l'écriture dans tout ça? Est-ce que l'homme politique a fait taire l'érudit? Pas une seconde. Au contraire, la période après l'indépendance est incroyablement productive. Entre 1960 et 1963, il publie quelque chose comme 37 livres. 37 livres en 3 ans, c'est fou. Oui, c'est là que sortent les volumes d'Al-Mansoul, mais aussi Ilig Kadiman wa Hadithan, Ilig hier et aujourd'hui, Souss al-Alima et d'autres récits passionnants basés sur des témoignages comme Maïda al-Gada. Et on note aussi son intérêt constant pour la culture et la langue amazigh, le tachélite, sa langue maternelle, alors qu'il était un maître de l'arabe classique. C'est un aspect fondamental chez lui. Il ne voyait aucune opposition entre les deux. Il était fier de ses racines. Il a traduit les fameux 40 hadiths de Nawawi en tachélite, Pourquoi cette traduction? à la demande de sa sœur, qui était elle-même enseignante. Il voulait rendre ce texte religieux fondamental accessible. Il a aussi écrit un livre sur le grand poète amazigh, Sidi Amoutaleb, et un autre, Kotef al-Lataf, qui recueille des contes des traditions populaires du Souss. Il a même fait une étude sur les mots arabes en tamazigh. Il a même fait de la radio en tachélite? Oui, dans les années 60. Des émissions religieuses, pendant le ramadan notamment, pour parler directement aux gens de sa région, dans leur langue. Rendre le savoir accessible, toujours. Quelle personnalité se dégage de tout ça? Comment était l'homme au quotidien? Les témoignages le décrivent comme très modeste, presque austère. Il y a cette anecdote célèbre, même ministre, il recevait chez lui autour d'un simple couscous à l'huile d'argan. Très simple. Attaché à ses racines? Profondément. Un mélange de piété soufie originelle et de réformisme salafiste acquis. Un homme de dialogue, capable de parler à tout le monde. Et un pédagogue né, passionné par la transmission. Une vie si riche et une fin tragique? Oui, brutal. Un accident de voiture le 17 novembre 1963. Il revenait de Marrakech. Il avait 63 ans. Il est enterré à Rabat, au cimetière des Chouhada, près d'Alal El Fassi, son compagnon des années de Fès.
Quel héritage nous laisse-t-il au final? Un héritage immense. D'abord, c'est un raïd, un pionnier, un des plus grands intellectuels marocains du XXe siècle, sans aucun doute. Son œuvre écrite est un trésor. Il a littéralement sauvé de l'oubli une partie gigantesque du patrimoine du Souss, histoire, culture, langue, société. C'est une source irremplaçable pour les chercheurs. Et au-delà de l'érudition, Il incarne l'intellectuel engagé, celui qui met son savoir au service de l'éducation, de la résistance culturelle, puis de la construction nationale, tout en étant lui-même le produit et l'acteur des complexités de son époque. pour résumer, érudit, historien, pédagogue, nationaliste, homme de foi, témoin, c'est tout ça à la fois. C'est une bonne synthèse, ouais. Son travail sur la mémoire, surtout pour le Souss, est absolument unique. Sans son acharnement, sa quasi-obsession pour collecter, noter, préserver, beaucoup de choses auraient disparu, y compris dans la tradition orale amazighe. Et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Aujourd'hui, on croule sous l'information. Tout est accessible. Mais est-ce qu'on a encore cette patience, cette démarche de Mokhtar Soussi pour aller chercher en profondeur, pour préserver ce qui risque de s'effacer? Quelle valeur on donne à ces savoirs locaux, à ces miettes du passé qu'il a sauvés, pour comprendre d'où on vient et où on va? C'est une question qui reste ouverte.